Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Salut à tous. Et oui, voilà, mardi 3 février. On est ensemble, chers auditeurs, pour une heure concernant l'actualité sportive de la soirée. Justement, on est avec toute l'équipe qui m'accompagne ce soir de Time Sport. Au programme de cette émission, ce mardi soir, on va parler de quoi? On va parler de Marseille qui rencontre donc Rennes d'Abibey en ce 8e de finale de l'édition 2025-2026 de la Coupe de France au stade de l'Odrome. Début de la rencontre 21h10. C'est le fil rouge de la soirée. On parlera aussi de football anglais comme hier, comme il se doit avec Mourad dans le Tea Time. On va longuement parler des Gunners d'Arsenal, l'US d'Arteta, Arsenal versus Chelsea, les Blues, le derby londonien et on aura le box time comme chaque mardi soir avec Moussa. Voilà, on parlera, c'est promis, des sports de combat, notamment aussi de l'UFC. Allez, le 01 53 48 3000, c'est le numéro du standard qu'on vous rappelle. 01 53 48 3000. D'ailleurs, le débat du jour, on vous l'expose. Coupe de France, dernière chance pour les hommes de De Zerbi, pour l'Olympique de Marseille. Donc, vous voulez réagir, un petit coucou? Eh ben, vous composez le numéro du standard, le 01 53 48 3000. Allez, on va commencer cette émission en présentant le plateau qui m'accompagne ce soir. Time Sport, le ras-le-bol. Ils sont de la partie Moussa, sans oublier Wahib, mais Boula est avec nous ce soir. Bonsoir Boula, comment ça va? Alhamdoulilah. Tranquillement Boula? Ouais. Oui, eh ben ça c'est bien. Il reste 2-3 jours pour que la jeunesse s'inscrire dans les listes électorales. Ah ben voilà. Faut penser à envoyer un bon message. Ouais. Pour que le message citoyen de Boula. Il faut les cartes, il faut qu'ils reprennent les cartes d'électeurs. Il faut y aller. Et ça les permet de s'exprimer, de défendre un petit peu l'intérêt de leurs intérêts de tous. Voilà, je voulais envoyer ce petit message. Voilà, personnes qui nous écoutent ce soir. Ceux qui écoutent Time Sport. Ouais. Voilà, c'est pas que. Les personnes qui sais très bien que Bilal, c'est des trucs importants pour la jeunesse. Ah ben oui, elle arrive cette campagne électorale, justement concernant les municipales. Voilà. C'est ça. Dans le sport, c'est voilà. Je demande à tous ceux qui écoutent Time Sport, la jeunesse, tout ça, les parents, tout ça, qui font un appel à leurs enfants, qui peuvent essayer d'aller chercher leur carte d'électeur, parce que je sais qu'il y a des jeunes, ils n'ont pas la carte d'électeur. Il faut vite aller en mairie, dans les bureaux, justement, de mairie, les annexes de proximité. Voilà, les élections auront lieu le 15 et 22 mars pour le second tour 2026. Rien que ça. Juste en face de Boula, on va retrouver c'est Isaac. Bonsoir Isaac. Bonsoir Bilal, bonsoir à tous. Très content d'être là encore une fois. Une semaine chargée, que ce soit en sport ou l'actualité politique, comme le disait Boula. Ouais. Donc hâte de faire cette émission avec vous ce soir. Ah ben nous aussi. Voilà, tu es avec nous tranquillement Isaac. Ah ben ça nous fait plaisir. Tout comme Juanito, Juan José. Comment ça va Juan José? Buenas tardes Bilal, buenas tardes a todos. Oui, ça va. Tranquillement, le retour sur sur l'antenne de Beurre FM. Tu nous avais manqué, Juanito. Time Sport, non, pas du tout. Tu nous avais manqué, non, j'étais absent pendant la CAN. Ouais, pendant la CAN, c'était fait exprès parce que j'ai toujours considéré que vous avez quand même une équipe des commentateurs tels que je pouvais rien apporter. Donc, je me suis pris les vacances pendant la CAN. Tu nous apportes des choses intéressantes. Non, mais surtout dans le football espagnol. Donc, mais c'est vrai que pendant la CAN, moi, j'ai vous écouté, mais j'ai pas participé. Ah ouais, il n'a pas participé. C'est dommage, hein. Boula, il a participé, Boula, en tout cas. Oui, c'est vrai. Ouais. À la réalisation, on va le retrouver, c'est Solal. Bonsoir Solal, le réalisateur, comment ça va? Buonasera à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, 20h, 21h sur Beurre FM, Time Sport, on s'installe et on va parler évidemment de la Coupe de France, Marseille, Lyon, des équipes qu'on va voir dans tous les sens. Ça va débouler et évidemment, chers amis, le PSG n'est plus de la partie, donc ça va laisser, pour une fois, j'ai envie de dire, la place aux équipes françaises qui respirent. Mais attention pour les cadors à ne pas tomber dans ce piège-là de la facilité de se reposer sous ses lauriers, Bilal. Ah bah oui, justement, Isaac, l'Olympique de Marseille, de De Zerbi, une chance peut-être pour se racheter, entre autres parce que c'est une semaine assez décisive pour Marseille. Il y a Rennes et après il y a le Paris Saint-Germain dimanche soir au Parc. C'est ça, c'est une chance, c'est surtout la dernière chance pour moi de faire que cette saison de l'OM ait un sens. Donc t'as cette grosse déception en Ligue des Champions qui n'a pas été atténuée par le match de ce week-end contre le Paris FC. Donc ce soir l'OM a un rendez-vous devant ses supporters en plus. Donc on a eu quelques échos de cette fameuse réunion entre les ultras et la direction.
Donc d'après les Ultras, l'équipe sera soutenue ce soir. Donc c'est un message assez fort après ces grosses contre-performances. Ouais, bon après c'est voilà, ils sont obligés aussi de soutenir. Ils sont obligés de soutenir, mais on a déjà vu des Ultras beaucoup plus vindicatifs entre guillemets. Ouais. Mais là voilà, c'est un match sec. Donc l'OM ne fera pas oublier ce qui s'est passé à Bruges ni à Paris ce week-end. Malheureusement. Mais l'OM peut avancer dans une compétition, ramener un trophée qu'il n'a pas remporté depuis 91, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un match très très important ce soir pour l'OM, qui peut entre guillemets maintenir sa saison. Mais je pense que ensuite il y aura de toute façon un quart de finale, une demi-finale et une finale hypothétique à jouer. Donc ça part de ce soir. Donc c'est un match très 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 important pour les hommes de De Zerbi ce soir. Eh ben on va voir Marseille qui avait été marqué par une semaine assez compliquée. Allez, il nous a rejoint, c'est Wahib. Bonsoir Wahib, l'Olympique de Marseille de De Zerbi. Wahib. Bonsoir Bilal, bonsoir à tous. Alors. Et à tous. Bah écoute, superbe. Un match qui va être particulièrement attendu par la Vox Populi marseillaise, qui se veut de se racheter de ses contre-performances, sans paraphraser tout le monde. Mais il va y avoir des aspects importants, hein, notamment cette contre-performance, mais ce manque de trophées en Coupe de France. C'est pas 1991, mais 1989. L'Olympique de Marseille n'a pas glané ce titre de champion de France. Et puis il y a une statistique qui fait un peu mal, c'est depuis 2015-2016 où l'Olympique de Marseille n'a pas atteint le dernier carré de cette compétition de la Coupe de France. Ça fait longtemps, les supporters l'attendent. Ça va être un match particulier face à un Rennes qui a l'habitude de cette compétition et qui l'a gagné en 2018-2019. Qui a su faire des demi-finales, qui a su montrer toute sa capacité à pouvoir jouer cette Coupe de France à fond. On va voir les aspects un peu de ces équipes, mais surtout les dynamiques précédentes, hein, notamment un Olympique de Marseille qui tangue entre le positif et le négatif en Coupe d'Europe. 2 défaites 3-0 qui ont fait très mal et qui ont poussé cet Olympique de Marseille à quitter les 24 élus à participer à la suite de la compétition de cette Ligue des Champions. Et un Rennes qui est en train de se diriger vers une petite crise 2026. Leur dernière victoire date de le dernier match en Coupe de France contre Chantilly, 3-1, donc pas si simple pour les hommes d'Habib Bey qui savent comment jouer face à ce genre d'équipe. On va suivre aussi également des joueurs comme Esteban Le Paul, Jacquet qui sont à suivre notamment, et puis du côté de l'Olympique de Marseille, un Mason Greenwood qui se doit revanchard et qui a pas fait un si mauvais match que ça à Paris contre le Paris FC à Jean-Bouin. Ouais. Boula, Marseille, avant de retrouver Juan. Écoute, Marseille, ils sont à l'image depuis 3-4 mois, ça va pas du tout. Je pense que... En ce moment c'est pas en ce moment, c'est... Les recrues sont arrivées. Le coach... Non, mais faut pas parler des recrues, faut parler déjà d'un coach. Moi, je te dis ce qu'il en est. Le problème, déjà, t'as un coach qui parle pas français. Alors qui arrive pas à s'intégrer au niveau langue. Ouais. Moi, je trouve que... On l'a déjà vu auparavant, ça. Non, pas du tout. On l'a déjà vu. Enrique, il parle français, ça fait... Oui, Enrique. Mais au début, non, mais après, oui. Si tu veux t'intégrer, tu veux faire passer un message, c'est très compliqué sur des joueurs français. Alors. Et c'est pas évident. Déjà, c'est le point le plus important. C'est peut-être pour ça que Zidane n'a pas été à United. C'est parce que l'anglais, c'est pas son truc. Et aujourd'hui, au niveau langue, c'est très très important. Quand t'es entraîneur dans le championnat de France, je pense que au bout d'un an et demi, tous les entraîneurs étrangers qu'on a eu, ils parlent tous français. Maintenant, moi, je trouve que c'est très limité. Comme coach, il est très limité. Ça s'est vu en Ligue des Champions, ça s'est vu, tu mènes 2-0. Et après, il veut démissionner. Si tu veux démissionner, démissionne jusqu'au bout. Ouais. Tu te rends compte, un mec qui veut partir de lui-même, c'est beau quand même. Il veut partir de lui-même. Il sait qu'il n'est pas à la hauteur. Il a l'honnêteté de dire je veux démissionner. Les responsables du club, ils veulent le garder. Après, on dit c'est sa dernière chance. Il est au pied du mur. Faut arrêter avec la dernière chance. Il l'a déjà eu, sa dernière chance. Il l'a eu en Ligue des Champions. Il y a beaucoup de joueurs qui sont venus pour lui, Boula aussi. Non, mais c'est rien à voir. Rien à voir. Le problème, c'est que t'as un public, t'as un club. Le public, il est toujours là. Non, mais pour le moment. Non, pour moi, c'est pas un public. Parce que le public, s'il est toujours là, je vois pas, avec les résultats qu'ils ont, ils acceptent. C'est qu'il y a un truc de pas clair. Il y a des fanatiques. Non, moi, j'ai connu l'OM. Il y avait des vaillants. Quand il y avait pas de résultats, l'entraîneur fallait qu'il parte. Ouais, comme il nous disait Isaac. C'est tout. Après, pour moi. Nouvelle génération de supporters. Quand il est arrivé, c'était pas mal. Aujourd'hui, il est pas à la hauteur. Et pour moi, c'est un entraîneur qui est pas à la hauteur. Contre De Zerbi, pas à la hauteur, selon Boula et toi. Alors, la première chose, c'est un match important, on est tous d'accord. Oui, Rennes. Parce que, surtout, l'Olympique de Marseille doit
montrer autre chose que cette élimination en Champions League. Si on regarde de près, c'est vraiment dommage cette élimination. Ça s'est joué à rien, ça s'est joué à 2 minutes. Le dernier club qualifié a les mêmes points que l'Olympique de Marseille, on l'a toujours dit. Donc ça, il y a aussi la malchance. Et ils doivent quand même faire un gros match et au moins s'imposer face à Rennes. Mais regardez quand même de près. Tu parles des Serbies, c'est le même entraîneur qui a amené l'Olympique de Marseille au Champions League l'année dernière. Ouais. C'est le même, hein. Ouais. C'est le même. Donc, faut quand même avoir un peu plus de comment se dépasse, je dirais pas les patience, mais un peu plus d'amplitude de regard face au travail des Serbies, parce que les joueurs n'ont pas non plus ces 2 dernières saisons donné à 100% tout au long de la saison. On l'a répété à plusieurs reprises, ces 2-3 dernières saisons, c'était à Noël, on donne autant à un moment donné ça marchait, au bout des 2 mois, il y avait rien qui marchait. Donc je pense qu'ils vont pouvoir effectivement faire quelque chose. Ils doivent faire quelque chose. Alors je veux te dire face à Rennes. N'oublions pas qu'ils restent quand même les 3e du championnat. Même si on n'aime pas son jeu, même si on peut tout critiquer, la réalité c'est que il y a un 18e et un 3e. Eh ben c'est Marseille qui est 3e et il n'est pas 18e. Par contre, je vais te dire, donnons un peu plus de temps. Soyons pas si durs. Avec le. Je veux dire pourquoi. T'as raison. Sur le fond, t'as raison. Il a raison. Par contre, tu m'écoutes. Il y a 2 joueurs qui les ont qualifiés en Ligue des Champions. T'as Rabiot et t'as comment il s'appelle? Mason Greenwood. Non, pas Mason Greenwood. qui reste le meilleur buteur de la Ligue 1. Non, le milieu. Comment il s'appelle? Rouge. Højbjerg. Non, l'année dernière, il est parti. Ah, d'accord. Il est parti. Alors, quand tu te sépares de ces 2 joueurs. Rongier, tu parles de Valentin. Voilà, Rongier. Alors, tu vois ce que je veux dire? Quand tu te sépares de ces 2 joueurs. Oui. Tu regardes l'ossature de l'année dernière en Ligue des Champions. Et toi qui es entraîneur, tu te permets, sur un problème qu'il y a eu entre joueurs, de se séparer du meilleur joueur d'équipe qui est international français. Bah c'est contradictoire, ce que tu dis, Boula, dans le sens où. Bon, je sais pas s'il y a de contradictions. Il a eu du mal à s'intégrer. Non, mais qui a du mal à s'intégrer? Rabiot. Alors, mais pas du tout. C'est pourquoi? Parce que vous, les médias, c'est ce que vous faites. Ouais, mais c'est dans les médias. Nous, les médias. Ouais, mais vous en prenez à sa mère, vous en prenez à lui, mais en termes de résultats sportifs, il reste international A et c'est un top joueur. Ouais. C'est un top joueur. Maintenant, quand tu te sépares d'un genre comme ça, je trouve ça. Maintenant que Walid, il me dit, j'ai pas fini, donc. Tu vas pas finir. Le problème, c'est que tu es obligé de te bloquer là-dessus. Vas-y. Il va réagir, Boula. Je vais débloquer ce propos. Je vais être dans ton sens, dans le sens. Rabiot est un très bon joueur. C'est pas un excellent joueur, c'est un très bon joueur dans son standing. Mais dans un second temps, je vais te parler de Valentin Rongier. Valentin Rongier, qui l'année dernière, dans la première partie de saison, a connu une grosse blessure. Il n'a pas été dans la continuité de l'Olympique de Marseille. Il y a eu ensuite Ismaël Benasser qui est rentré dans la concurrence, Ismaël Benasser qui s'est beaucoup blessé, et Valentin Rongier est revenu un petit peu dans les petits plans de De Zerbi, mais n'était pas totalement intégré, imprégné dans le projet de De Zerbi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il part. Bon, il y a aussi ces histoires de négociation de contrat, etc., cette prolongation, mais il n'est pas totalement dans le projet. Quand on prend l'exemple d'un Kondogbia qui n'était pas totalement voulu par De Zerbi, qui a su s'intégrer, qui a su montrer qu'il pouvait avoir sa place dans l'effectif. Ça, c'est un bon contre-exemple de ce que tu peux dire. Pas du tout, c'est pas un contre-exemple, c'est moyen, Kondogbia. Pour moi, c'est très moyen. Non, je te parle pas de qualité de joueur. Je ne te parle pas de qualité de joueur. Mais c'est important la qualité de joueur. Non, mais là, je te parle du contexte. Tu parles des journalistes. Rongier, il était plus fort que Kondogbia. Tu parles des journalistes, moi, je te parle de contexte. Aujourd'hui, un Rabiot est un très bon joueur. C'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur. Au Milan AC, il s'en sort. Rongier n'était pas dans les plans. C'est au Milan AC. En équipe de France, c'est au Milan AC qui joue. Et ensuite, à la Juve, quand il était à la Juve, il s'en sortait. Ça va, il était bon. Il a pas connu des périodes de régularité exceptionnelles. Sinon, la Juve l'aurait prolongé. Il est exceptionnel. Bon, parce qu'il est international A. Bah écoute, si t'es international A était exceptionnel, Dugarry est exceptionnel. Autour de toi. Il était bon, Dugarry. Est-ce qu'il avait la régularité dans sa carrière? Il a pas besoin de son entourage. C'était pas la Juventus non plus. À Marseille, il était titulaire. À la Juve, il était titulaire. Au Milan AC, il était titulaire. Au PSG, il est titulaire. Si tu veux savoir les 5 clubs qu'il a fait, où il a été titulaire.
Ouais, tu joues dans une Serie A qui est en crise, tu joues dans une Serie A qui est en crise, qui a pas totalement de créateurs, en crise. Bah oui, ils sont en crise financière, tous les clubs sont endettés. Aujourd'hui, Modric, il a 40 ans. Rien à voir. Bah rien à voir. Bah je suis la Serie A. Je regarde la Serie A. Mais ils ont plus d'argent, c'est pas mal. Ils ont plus d'argent, donc ils sont en crise. Bah ils arrivent à travailler. C'est l'un des championnats qui perd le plus de finales, qui arrive à moins exporter des joueurs. Leur équipe nationale, elle est en grande difficulté en ce moment au niveau de la formation, mais ils travaillent bien. Tu viens d'arriver. L'école italienne, c'est la plus grande école du football mondial. Par rapport à légitimité et résultat actuel, c'est pas la même chose. Allez, vas-y. Par rapport à l'OM de la saison dernière, faut pas non plus embellir. L'OM a connu des grandes difficultés également dans le jeu la saison dernière. C'était pas non plus une saison parfaite, même avec Adrien Rabiot, même avec Valentin Rongier, et en ayant la Ligue des Champions en moins. Donc moi, ce que je reconnais dans cet OM là, c'est que au niveau du jeu, pour moi, l'OM n'a jamais été mauvais, si ce n'est les 2 matchs de Ligue des Champions contre Bruges et Liverpool. C'est-à-dire qu'en Ligue 1, tu as une sorte de continuité. Tu peux omettre le match contre Nantes également où t'as pas existé, mais contre Angers, même contre le Paris FC, en fait, l'OM a toujours eu cette continuité dans le jeu. Pour moi, le gros problème de cet OM là, notamment en Ligue 1, c'est la gestion des émotions. Si on voit le nombre de buts que l'OM encaisse entre la 88e et par exemple la 95e minute, c'est colossal. Tu perds un nombre énorme de points en encaissant des buts dans les derniers instants. Donc par exemple, on peut prendre le dernier exemple en tête contre le Paris FC. Le match, c'est un long fleuve tranquille pour l'OM. Il se passe rien. L'OM gère sa domination. Tu mènes 2-0. On se dit, ça va y aller, ça va gagner tranquillement. Et là, il suffit d'un petit imprévu. Et là, tout part dans tous les sens. Les changements aussi. C'est vrai que Deserbi fait beaucoup de changements en sortant quasiment tout le milieu de terrain. T'as l'entrée de Ahmed Traoré qui est catastrophique. Mais pour moi, doit y avoir une meilleure gestion des émotions. Et pour moi, la gestion des émotions, elle se transmet par le coach. Donc si tu vois un coach sur le banc, t'as le Paris FC qui revient à 2-1, c'est pas non plus la fin du monde. T'es l'Olympique de Marseille, tu peux gérer un score. T'as des occasions énormes de 3-1 où Gouiri, t'as un centre de Greenwood où Gouiri, je sais pas ce qu'il fait, il rate complètement le ballon. Et c'est à ce moment-là que tu te mets à douter, tu te mets à repenser au match de Toulouse où t'es rejoint, le match d'Angers au match aller où t'es rejoint. Et là, il y a quelque chose qui est mauvais dans la gestion des émotions de cet OM là. Et quand t'as un coach qui est autant impliqué émotionnellement, peut-être qu'inconsciemment ça joue dans la tête des joueurs de l'OM. Et c'est pour ça que l'OM perd un nombre incroyable de points dans le temps additionnel. Peut-être. Et au-delà des tout ça, rapidement, il y a quand même les statistiques. Et quand on regarde l'OM, qui était l'une des meilleures équipes réalisatrices l'année dernière au niveau des buts, cette année, c'est encore la meilleure équipe en Ligue 1. Et sa défense n'est pas si catastrophique que ça par rapport au PSG. Non, par rapport au PSG, tu regardes 20 journées, ils sont à 22 buts encaissés. Bien sûr, le gros problème, c'est ce que je veux dire par là. Et statistiquement, l'OM a quand même des résultats semblables à ceux de l'année dernière. Le capitaine de l'OM, merci de le rappeler. Pour moi, le capitaine de l'OM, c'est une catastrophe. Faisons un peu des confidences. On est à la 20e journée. Il y a encore. On va laisser le temps peut-être. On va voir. Mais le championnat de France, il est faible. Voilà, on va marquer une courte pause et on revient avec l'Olympique de Marseille, sans oublier aussi le football anglais. Time Sport revient dans un instant. Prenez un aller simple chez votre concessionnaire Mini et faites le trajet retour au volant de la Mini électrique édition Camden. Maintenant disponible d'occasion dès 190 € par mois sans apport. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Montant total dû avec option d'achat finale 19 990,62 €. Exemple d'offre LOA 36 mois pour une Mini électrique édition Camden d'occasion réservée aux particuliers, valable jusqu'au 31 mars 2026 dans la limite des stocks disponibles. Détails sur mini.fr. Pensez à covoiturer. Sur Beurre FM, la musique ne s'arrête jamais. Rail, R&B, rap, fusion, kabyle et toutes les nouveautés qui font bouger vos journées. Infos locales et nationales, émissions culturelles, jeux et découvertes. Un peu de tout, mais toujours avec du style et de l'énergie. Beurre FM. Écoutez, vibrez, partagez. Renault. Tous les hybrides ne se valent pas. Renault Full Hybrid E-Tech sans recharge, c'est la technologie full hybride numéro 1 en France depuis 2024. Avec jusqu'à 1100 km d'autonomie sans recharge et sans refaire le plein et jusqu'à 40% d'économie de carburant. C'est un choix de 7 modèles, comme par exemple le nouvel Clio Full Hybrid E-Tech 160 chevaux, jusqu'à 1000 km d'autonomie. Source 3A Data, décembre 2025. Avec un plein d'essence donné WLTP. Économie versus moteur thermique. Voir Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Beurre FM. Bien plus qu'une radio.
20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Vous êtes à l'écoute de Beurre FM, 20h19. Voilà, toujours là. Le numéro du standard vous est ouvert, chers auditeurs et auditrices. Le 01 53 48 3000. C'est assez chaud le débat. Juan Trocé, avec aussi Isaac pertinent sur le sujet concernant l'Olympique de Marseille de De Zerbi. Et Boula versus Wahib. Allez, on les retrouve. Time Sport. La parole des sociaux. On revient à toi, Wahib. Pour rebondir à ce que tous mes confrères ont dit sur le plateau et tous mes collègues, oui, c'est vrai que De Zerbi n'a pas cette continuité, mais il y a une statistique folle dans cette Ligue 1 et dans toute compétition confondue. De Zerbi n'a jamais aligné le même effectif. Donc déjà, pour avoir une vraie équipe qui a de la continuité et qui peut avoir un vrai système avec une vraie adaptation, une vraie adaptabilité, une vraie régularité, il te faut le même effectif. Ensuite, dans un second temps, je vais contrer la statistique sur les arrêts de jeu parce qu'elle est pas totalement vraie. Oui, c'est vrai que l'Olympique de Marseille a pris 2 buts contre le Paris FC dans les arrêts de jeu, mais sinon l'Olympique de Marseille est toujours mis en difficulté dans sa première mi-temps, dans les 30 premières minutes où ils ont du mal à aborder certains matchs. Le match contre Nantes est un exemple parfait. Et le contre-exemple, c'est le match contre Lens, où ils ouvrent le score très rapidement, ils enchaînent, ils déroulent et ils arrivent à gérer le match. C'est une histoire de gestion et une histoire d'adaptabilité dans ta défense. Par exemple, quand on regarde Liverpool qui a marqué dans la rencontre et qui a su dérouler progressivement dans le match, il n'y a pas eu d'état d'art et d'état de domination de l'Olympique de Marseille, parce que Liverpool a entamé très rapidement son match et a amené un gros contre-pressing au milieu de terrain et la défense centrale était dépassée. Quand on parle de cette défense et on met la faute sur le Balerdi, oui, le Balerdi n'est pas exempt de tout reproche, mais à certains moments, à la première relance, où il y a un gros contre-pressing de certaines équipes qui ont un bon milieu de terrain, Léo Balerdi est complètement dépassé parce que le milieu de terrain et la défense sont coupés en deux. Il y a des statistiques sur ça. Nos confrères de Ligue 1 Plus en parlent, nos confrères d'Opta en parlent. L'alignement entre le milieu de terrain et la défense pour ressortir la balle en reconstruction de jeu, pour l'Olympique de Marseille, c'est 60% des fois de passes ratées. Et ça, c'est un très gros problème. C'est un très gros problème quand ils sont face à des équipes dominatrices. On prend l'exemple, par exemple, de ce Paris Saint-Germain au Trophée des Champions. L'Olympique de Marseille a mis un gros impact au milieu de terrain. Et ben ça, c'est ce que De Zerbi veut prôner pour son effectif, mais il n'a pas totalement la régularité et l'identité pour ça. Parce que pour aborder tout ça et mettre toutes ces questions et toutes ces choses en lumière, il te faut un effectif régulier, Boula. C'est pour ça que je te disais que le problème de l'Olympique de Marseille, c'est pas totalement l'entraîneur, mais c'est la continuité de ce qu'il met en place. Donc oui, il est en tort à certains moments, mais pas sur certains points, parce que les joueurs aussi sont perdus. Quand je vois le rôle d'Igor Pechao, qui n'est pas un milieu de terrain, mais qui est un attaquant qui est totalement perdu des fois dans son déplacement. On l'a vu contre le Paris FC, on l'a même vu contre Lens. Il fait pas un si mauvais match et pourtant il est dépassé, il n'est pas dans son registre qu'il avait au PSV Eindhoven et ça Feyenoord, pardon. C'est très compliqué pour lui. Donc pour moi, c'est question de gérer ses joueurs. On voit l'intégration de Ethan Nwaneri, qui est un très bon joueur, un excellent prospect du football anglais, qui rentre dans un rôle sur le côté parce qu'il remplace Mason Greenwood, mais qui peut jouer dans un rôle de numéro 10. Il le met directement dans les bonnes conditions et dans les bonnes dispositions. Et c'est aussi ça la force de l'entraîneur. Et ça, juste pour rebondir dans ce que disait Wahib, c'est intéressant surtout au niveau de l'impact au milieu de terrain. C'est vrai que quand t'alignes Kondogbia et Højbjerg ensemble, tu manques d'impact au milieu de terrain. Et c'est pour ça que De Zerbi, c'est vrai qu'à ce niveau-là, il est pas exempt de tout reproche. Mais moi, ce que je lui reproche justement, c'est dans la gestion d'un Vermeeren, par exemple. Ou Vermeeren, dans ce que dit Wahib, pour moi, il pourrait être excellent dans le sens où mettre de l'impact, c'est un joueur qui met beaucoup d'impact, qui a un gros coffre et qui peut enchaîner les courses dans les deux surfaces. Donc, pour moi, le fait d'avoir, par exemple, complètement écarté Vermeeren après son carton rouge contre Nantes, moi c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Il fait pas un très bon match aussi. Il fait un très mauvais match, je suis d'accord. Mais de là à, on l'a quasiment plus revu après. Et on le voit par exemple, c'était un joueur en Ligue des Champions qui apportait une grosse caisse. Moi j'ai été au stade Vélodrome lors du premier match contre l'Ajax. Il avait impressionné tout le monde de par son engagement, etc. Donc pour moi, tu peux pas avoir le jeu de De Zerbi avec un milieu de terrain aussi vieillissant que Højbjerg et Kondogbia. Et c'est pour ça que tu as eu des gros problèmes contre Liverpool et tu as eu ensuite les mêmes problèmes contre Bruges. Pour moi, les deux matchs sont liés. Et bizarrement, quand tu sors Kondogbia contre Lens, tu fais un excellent match dans l'impact, etc. Donc je dis pas que tous les mots viennent de Kondogbia et d'Højbjerg, mais c'est un peu contraire à ce que veut De Zerbi. Et moi, je me demande pourquoi De Zerbi insiste avec ces deux-là. Peut-être qu'il se dit qu'avec l'expérience, il s'assure une sécurité ou je ne sais pas quel est son cheminement, sa façon de penser à ce niveau-là. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Wahib. L'OM devrait mettre plus d'impact, surtout dans ces gros matchs. Quand l'OM rencontre du pressing, je sais pas si vous vous souvenez du premier match en Ligue des Champions contre le Real Madrid, où les 15 premières minutes, on est à la limite de la caméra cachée, tellement il y a des ballons, des fois tu perdais des ballons dans ta surface, c'était incroyable.
Mais pour moi, tu dois avoir un milieu de terrain capable de mettre cet impact-là. C'est pour ça qu'il a un lien avec exactement, avec un lien. Donc c'est pour ça que Højbjerg peut être intéressant à ce niveau-là. C'est bien ce qu'il dit inconsciemment quelque part. Moi je trouve c'est marrant ce qu'ils disent. Ils sont forts quand même. Ils parlent de Højbjerg et ils parlent de Gondolbia. Qui c'est qui les a choisis? Non, ça c'est autre chose. Attends, tu m'as dit pas c'est autre chose. Le problème, ça veut dire c'est pas de la faute de l'entraîneur. C'est l'entraîneur, il les fait jouer. Kondogbia, il est là avant De Zerbi déjà. Oui, mais il le fait jouer. C'est lui qui décide. Mais c'est pour ça, c'est bien que je suis en train de dire. Mais moi, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je m'en prends. Moi, j'estime Enrique, quand il fait venir un joueur, c'est lui qui décide. C'est lui qui va prendre. Quand il prend le joueur à 70 millions. Oui, mais est-ce que ils ont pas la même force de frappe? a pas encore la même légitimité qu'Enrique? C'est pas le force de frappe. Il y en a plein de joueurs des milieux. Il y en a plein. T'as le petit Belayen qui était à la Lazio, qui est resté quand même à la Lazio. J'aurais bien voulu le voir à la place de Gondolbia ou d'Højbjerg. C'est un autre monde encore. Il y a des jeunes pas chers. Il y a des jeunes pas chers. Maintenant, si tu veux prendre des joueurs avec des grosses masses salariales pour faire des mouvements, je suis pas d'accord. Par contre, t'as même le petit de Wolverhampton, Jean-Jean de Wolverhampton. C'est pareil. Pourtant il le voulait, mais le problème c'est le salaire. Maintenant, si Marseille ils ont pas les moyens de se mettre sur des joueurs comme ça, c'est pas comme le PSG. Maintenant, aujourd'hui, tu prends pour moi, ils ont une belle cellule de recrutement. Tu prends le petit Vase. C'est Ali Zarak qui l'a fait venir. Ils l'ont vendu 25 millions. C'est énorme. Le petit qui joue au milieu là, qui a fait un top match. Bacola qui a fait un top match, qui est plus fort que Gondolbia et plus fort qu'Højbjerg. Pourquoi ils le mettent pas? Pourquoi ils le mettent pas? Ah mais ça je suis d'accord avec toi. Tu sais pourquoi ils le mettent pas? C'est pourquoi? Parce qu'ils ont un problème dans la négociation de salaire. Maintenant, lui, il a qu'à prendre son courage à deux mains et dire je veux faire jouer ce petit. Maintenant, si il n'est pas le patron de la gestion, c'est pour ça que je m'en prends à lui. Juan José, avant de partir du côté de l'Angleterre, vas-y. Le problème de l'OM, c'est autant un problème de composition d'équipe que de direction, que des staffs administratif entre guillemets. Ça va. Pablo Longoria quand même, il est là depuis 2021. C'est l'un des présidents qui tient le plus. Alors on en a beaucoup parlé quand il est arrivé. C'est quelqu'un qui a la main sur la venue ou le départ des joueurs. C'était son métier avant d'être président de l'OM. Le gros problème, et là où il n'a pas encore trouvé la solution, c'est au niveau des entraîneurs. Depuis qu'il est là, il y a quand même eu 6 entraîneurs qui sont passés. Depuis 2021, quand il est arrivé, en février 2021, il y a 6 entraîneurs qui sont passés. Mais quand vous regardez de près, alors, le meilleur entraîneur en pourcentage des victoires, c'est De Zerbi. Voilà. C'est De Zerbi. Alors, on peut tout critiquer, mais d'abord, c'est peut-être le rôle de Longoria dans le sens où il n'a pas su trouver l'entraîneur qui sur 2-3 saisons peut amener cette équipe. Pas faux. Et ça c'est la faute de Longoria sans aucune doute. Mais pour la suite, le problème de l'OM, vous le connaissez mieux que moi, c'est autant son public, autant l'équipe, autant les staffs, autant les dirigeants. Non mais c'est très intéressant parce que ce qu'il dit sur la victoire statistique, et les statistiques elles sont intéressantes. Il y a quelque chose en plus, c'est que il n'a pas le record de points. Il n'a pas le record de points historique de l'Olympique de Marseille, et c'était l'entraîneur qui avait succédé avant, c'est avec Tudor. Igor Tudor, excusez-moi, j'en ai perdu mon moyen. Igor Tudor, il y a Tudor. Alors les deux ils sont partis parce qu'ils n'ont pas les joueurs. C'est pas exactement, et le problème de Marcelo Bielsa également aussi, c'est les joueurs. Donc en fait, oui, je suis d'accord avec ce que tu dis, Boula. Et par exemple, le vrai problème c'est ça, c'est ce que tu viens d'analyser. Le vrai problème de l'OM c'est ça. Boula, attends, le laisse analyser aussi. C'est super intéressant sur l'aspect de parler de choix d'entraîneur et de choix de joueurs. De toute façon, on sait que Marseille aujourd'hui est un club qui fait du football trading. Boula, tu pourras même peut-être me confirmer ça, toi qui connais un peu plus derrière les rideaux de ce football-là. On voit par exemple le choix de la gestion de Robinho Vaz. Il y a des supporters, ils ne connaissent même plus l'effectif. Qui fait à peine un an. Je crois qu'il y a plus de 10 mouvements dans ce mercato d'hiver. C'est un record, je crois, pour l'Olympique de Marseille ou un peu plus. C'est beaucoup, c'est énorme.
Donc voilà. Donc aujourd'hui, l'Olympique de Marseille est sur une autre politique parce qu'ils n'ont pas forcément les fonds et les moyens. Après, il y a fonds et moyens, et il y a d'autres gestions de travail. Lens n'a pas forcément d'argent, mais travaille. Lyon n'a pas autant d'argent que l'Olympique de Marseille, mais arrive à travailler, arrive à inculquer des joueurs. Tout dépend de ce que tu veux pour ta direction. Et pour moi, je pense que le problème, c'est aussi le choix de l'entraîneur qui lui est dans une communication. J'ai écouté là, ses conférences de presse dernièrement où il nous parle pas beaucoup de jeu. Il nous parle plus de sa mentalité, de son côté grinta, de son côté communication. Et ça, quand ça arrive au niveau d'un entraîneur et quand un entraîneur nous parle plus de jeu et nous parle de tout ce qu'il y a de l'extérieur à propos de lui, on sait que c'est peut-être bientôt la fin de quelque chose. On avait eu celui avec et moi ça me faisait penser un peu à Mauricio Pochettino à Tottenham, qui lui était un peu dans cette communication à la fin parce qu'il n'avait pas les joueurs, parce que Levy ne lui donnait pas les moyens. C'est un peu similaire à tout ça. C'est déjà arrivé dans l'histoire du football, et de toute façon les statistiques d'entraîneur, il reste environ 2 ans dans un club aujourd'hui où le football va vite parce que la société de consommation du football et les résultats vont vite. Les coachs qui restent longtemps ont des résultats, mais pas que. Allez, rapidement, on termine avec Marseille. Pour finir, c'était intéressant ce que disait Juan Rosa. Après, moi, Longoria, ce que je reprocherais, c'est plutôt le mouvement des joueurs plutôt que le mouvement des coachs. Parce que à l'OM, comme disait Wahib, et je crois que la durée de vie d'un coach depuis le 21e siècle à l'OM, c'est à peine 2 saisons. Sampaoli est resté 1 an et demi, Tudor est resté 1 an, Bielsa est resté 1 an. Je crois que le coach qui est resté le plus longtemps, c'est Rudy Garcia. Ah, mais là, je te parle dans le monde du football. Oui, mais l'OM, c'est représentatif de tout ça. Rudy Garcia, dans la gestion, ça a été une catastrophe. Après, ça, c'est autre chose. Là, je peux te dire franchement, ça, c'est autre chose. Je connais certains dossiers. Mais là, on commence à aller très loin. C'est avant Longoria. On va très loin. Donc voilà, c'est pour ça. Juste ce que je disais, voilà, j'ai un problème, moi, avec la gestion des joueurs. Donc, il y a trop de joueurs qui partent et trop de joueurs qui arrivent. Trop de mouvements à chaque mercato. Donc, on peut reprocher plein de choses à De Zerbi. Sûrement qu'elle a été impliquée dans le mercato là. Mais quand on te change quasiment les 70% de ton effectif, c'est vrai que c'est dur de mettre un football régulier en place. C'est vrai. Vous voulez le garder, Rabiot? Il y a un truc qui est bien, c'est qu'il voulait le garder. Après, il a dit, je peux pas aller au-delà de cette direction. Merci Boula. Bilal nous écoute, Bilal. Eh oui, l'Aigle de Carthage, voilà, qui passe le bonsoir à tout le monde et qui nous dit une nouvelle recrue. Ils sont assez top. Isaac, Wahib aussi, ça fait un petit moment maintenant, mais voilà, il fait du bon boulot, Wahib, avec Isaac, c'est intéressant. Vont-ils partir, Boula, en fin de saison? Parce que ça va être très très cher pour les payer aussi, Eh oui, Juan José, toujours là avec Boula. On va parler de cette League Cup, la Coupe de la Ligue anglaise, la deuxième manche, le match de retour, Arsenal qui rencontre donc dans le derby londonien Chelsea les Blues. Avec toi Isaac, Miguel Arteta, l'homme fort, l'équipe du moment, la meilleure équipe du monde en statistiques parlant, bien sûr, les Gunners d'Arsenal. Ouais, en statistique et aussi visuellement, c'est vrai que Arsenal ça a jamais été, surtout cette saison, l'équipe la plus spectaculaire à avoir joué, même s'ils ont fait un gros match ce week-end à victoire 4-0 victoire 4-0 à Leeds. Ouais. Donc c'est un Arsenal qui est sûr de ses forces, donc qui est en course pour un triplé, mine de rien, tu peux faire un triplé, ce qui serait historique pour cette équipe-là des Gunners. Donc tu vas accueillir Chelsea avec un but d'avance. Donc t'as un sacré avantage, t'as gagné 3-2 le match aller. Maintenant, attention à cette équipe de Chelsea qui sur un match, pour moi c'est vraiment typique l'équipe de coupe qui va être irrégulière en championnat. Donc sur un gros match qui plus est, Chelsea peut se sublimer. Donc pour moi Arsenal a toutes les chances d'aller au bout. Maintenant moi j'ai des réserves sur le jeu, vraiment sur le jeu d'Arteta. Moi la plupart du temps je m'ennuie devant les matchs d'Arsenal. C'est très bon tactiquement, c'est excellent tactiquement, mais bon, tu t'en sors souvent par un coup de pied arrêté. On sait qu'Arsenal est excellent dans ce domaine-là. Beaucoup de leurs solutions, beaucoup de matchs coincés passent par les coups de pied arrêtés. Ils ont des gros joueurs, bien sûr, ils ont des énormes joueurs, mais moi j'émets des réserves sur le côté offensif. Les statistiques des attaquants d'Arsenal sont assez familières. Bukayo Saka, ça va faire une dizaine de matchs qu'il a pas marqué. Gyökeres, moi c'est pas le style d'attaquant que j'aime, mais voilà, c'est vraiment faire la fine bouche sur vraiment des détails esthétiques, on va dire. Ça c'est quelque chose d'assez personnel, mais c'est vrai que si on prend l'équipe d'Arsenal, il y a quasiment rien à dire. Leur saison elle est quasiment parfaite. Donc là ils vont rencontrer Chelsea dans cette League Cup et voilà, ça va être un match intéressant à suivre. Ouais, gros match, tu peux dire. C'est très intéressant ce que dit Isaac. C'est moi dans l'aspect d'Arsenal, oui, à la récupération de balles, c'est l'une des équipes qui fait le plus de kilomètres en Europe et ils sont dans tous les registres. Le contre-pressing et l'animation défensive est très intéressante. C'est la meilleure défense de Première Ligue, l'une des meilleures défenses d'Europe. Avant la 5e, 6e journée, Arsenal n'avait pas encaissé de but en Première Ligue ou peu. Et très peu de tirs cadrés aussi. Et très peu de tirs cadrés. Donc il y a cet état de domination. Après, dans l'aspect du jeu,
et là je vais un peu te contrer Isaac, c'est vrai qu'Arsenal a un style de jeu assez stérile face à des blocs bas, et c'est aussi ça le rôle de Michael Arteta, de pouvoir essayer de déstabiliser un bloc très bas. On nous a parlé de ce terme argot, le haram ball. Le haram ball, non. Quand tu joues face à Bournemouth qui effectue une ligne de 5 derrière, qui avec leur animation défensive, on travaille toute la semaine pour effectuer une prise à 2 sur Bukayo Saka, ou même gêner les déplacements de Victor Gyökeres, qui n'est pas forcément qu'un joueur de but, parce qu'on l'a vu dans ses déplacements, et ça pose des problèmes à cette équipe d'Arsenal. Et quand on parlait tout à l'heure de recrutement avec l'Olympique de Marseille, là pour rebondir côté Arsenal, pour moi sur ce côté gauche, il manque un joueur de percussion, il manque un joueur de statistiques, et quand tu veux gagner des grands trophées, il te faut des statistiques. Maintenant au niveau des victoires, Arsenal c'est 12 victoires, 2 nuls. Contre un Chelsea qui revient très bien, un Chelsea qui est en train d'effectuer un super retour, un super comeback, 6 victoires pour Liam Rossenior en Première Ligue, donc il est sur des statistiques positives, et notamment son match contre West Ham, où c'était pas un match simple contre les Hammers, où il a effectué quelque chose qui m'a énormément intéressé, donner de la mentalité, de la personnalité à certains joueurs. Quand je regardais la victoire à la 92e minute dans un derby londonien qui est toujours compliqué, au Bridge, où c'est un stade qui est hyper exigeant, avec des joueurs qui sont dominés 2-0, 2-1, 3-2 à la 92e, et un Enzo Fernandez qui te sort Chelsea des abîmes pour venir aller reconquérir la course à l'Europe, il y a quand même une mentalité. Mais en coupe, le problème c'est que cette équipe de Chelsea n'arrive plus à gagner depuis 2021. Ils n'ont pas gagné en coupe. Moi je trouve que la qualité de Chelsea aujourd'hui, ils ont eu la chance de récupérer un top coach, parce que je l'ai vu en France, c'est exceptionnel. J'ai vu son parcours des deux anglaises Strasbourg, Chelsea. Après, les gens, faut pas sous-estimer ce coach-là, parce que c'est un futur grand coach. On va voir. Et tu prends et puis Arteta, comme il dit Isaac, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'il préfère laisser le ballon à l'adversaire. Pour aller plus vite au niveau de leur qualité technique et en compte, c'est plus facile, parce que ces coachs-là, ils ont pas le temps de faire le jeu pour prendre un contre. Eux, ce qui les intéresse, c'est de jouer en bloc et d'aller plus vite. Merci Boula. On va revenir contre C rapidement après la dernière pause. On retrouvera le football anglais et aussi le box Sam de Moussa de suite. Time Sport revient dans un instant. Le Futuroscope, c'est ce lieu extraordinaire où le réel et l'imaginaire se côtoient. Vous embarquerez pour un incroyable voyage autour du monde, avant de vivre le grand frisson en sautant dans une tornade. Vous danserez dans les bras d'un robot et croiserez des lapins crétins. Au Futuroscope, votre imagination sera votre seule limite. Futuroscope Expérience. Bonne nouvelle! Jusqu'à 30% de réduction au Futuroscope et à l'Aquascope. Réservez dès maintenant sur futuroscope.com. Partout en France, un seul son vous accompagne. Beurre FM, en DAB+, et en qualité numérique. Paris, Orléans, Rouen, Nice, Marseille, Toulon, Besançon, Grenoble, Saint-Étienne, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Nantes, La Roche-sur-Yon, les Sables-d'Olonne et Chaland. Beurre FM, c'est aussi le mélange qui nous rassemble. Rail, kabyle, fusion, rap, R&B, hit, des nouveautés, des sons qui font vibrer. Des infos en France, au Maghreb et à l'international. Des émissions culturelles, des jeux et des animateurs proches de vous. Beurre FM en DAB+, le son qui nous relie, la radio qui vibre avec vous. Où que vous soyez. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et nous sommes de retour, 20h37. Voilà, c'est la dernière rubrique est partie de cette émission. Plus précisément, on va revenir en Angleterre avant de retrouver Moussa en ce mardi soir et son Bonks Time. Allez, on y va. Time Sport, le mode pressing. Juan José, on t'écoute. Super le match, c'est Arsenal-Chelsea. Petit avantage quand même à Arsenal qui est allé battre Chelsea chez eux. Mais ce débat autour d'Arteta, puisque vous en avez parlé, est quand même très intéressant, parce que quelques minutes avant, on parlait des entraîneurs du côté de Marseille. C'est vrai. 6 entraîneurs depuis 2021. Ouais. Depuis 2019, Arteta est à Arsenal. 2019. Rappelez-vous quelle a été sa première saison. Elle a été catastrophique. On lui a laissé le temps. Catastrophique. Et on lui a laissé le temps. Et on voit quels sont les résultats.
il n'y a que 3 titres pour Arteta depuis qu'il est à Arsenal, mais il a été vice-champion de la Première Ligue ces 3 dernières années. Il aurait pu être encore le champion il y a 2 ans et l'année dernière. Bon, peut-être qu'il le sera cette année. Donc il y a une grosse différence entre ce qu'on comprend comme football du côté de l'Angleterre et ce qu'on fait du côté de la France. Après, c'est vrai que Arteta n'avait pas d'expérience quand il est arrivé à Arsenal, vous vous rappelez tous, puisqu'il était l'adjoint de Guardiola à City, et on se disait bon ben voilà, vous voyez, c'est juste l'adjoint, ben voilà, comme on apprend le métier. C'est vrai qu'aujourd'hui le football anglais et Arsenal qu'on a connu a passé des moments très compliqués, très difficiles, avec énormément de défaites. On se disait où est cet Arsenal là, où est-ce qu'il va? Ben voilà, on l'a retrouvé. Il faut du temps, il faut de la patience, il faut aussi donc une équipe dirigeante qui sait où elle va. Et je pense qu'ils l'ont trouvé du côté d'Arsenal. C'est ce qui s'est passé aussi à Liverpool à un moment donné, où ils ont commencé à perdre un peu le nord. Et Arsenal comparé à Marseille, on a plus tendance à dire mais ce que je veux dire, c'est que la façon de comprendre le football. Vas-y. Et comment on se donne les moyens. Alors c'est pour ça qu'on peut critiquer Longoria par rapport au fait qu'il a eu 6 entraîneurs depuis qu'il est président, quand on voit Arsenal, qu'il n'y a eu qu'un seul, et qu'on lui a fait confiance après une première année catastrophique. Donc c'est un match très intéressant. Difficile à savoir qui va gagner. C'est certain qu'Arsenal est le grand favori, déjà parce que en Première Ligue quand même il marque le rythme de la Première Ligue, mais c'est vrai aussi qu'il a été ces 3 dernières années colister que ce soit de Manchester ou de Liverpool, et donc à un moment donné ils peuvent aussi fléchir. Mais en tout cas, gros match à suivre. Une petite pièce du côté d'Arteta, du côté d'Arsenal. Eh ben voilà, on sent bien les Béric en toi. Oui. Non mais c'est très intéressant ce qu'il dit sur là, parce qu'il faut toujours avoir le contexte dans quelle mesure un entraîneur arrive. Petite statistique concernant les victoires en coupe Arsenal à domicile, c'est pas en faveur ces derniers temps d'Arsenal, c'est 1 nul, 1 défaite en coupe. Donc Arsenal à l'Emirates n'a pas toujours eu cette réussite. Concernant cette légitimité contre Chelsea, les 9 derniers matchs contre Chelsea, 6 victoires pour Arsenal, 3 nuls. Donc Arsenal montre son empreinte et toute sa capacité à domicile à montrer toutes ses velléités de victoire et toutes ses volontés. Moi, je me rappelle d'un match il y a 2 ans au Bridge où Arsenal avait eu du mal, avait été malmené, mais avait quand même montré des qualités surtout de mentalité très intéressantes. Là, je le retrouve un peu plus, notamment avec le milieu de terrain, la complémentarité, notamment avec un Zubimendi qui monte en puissance. Zubimendi qui pour moi va s'affirmer dans cette équipe nationale espagnole dans les années à venir, parce qu'il a cette capacité, ce jeu sans ballon et ballon exceptionnel. La complémentarité avec Declan Rice est exceptionnelle. Le problème, c'est la reprise et la remise en forme d'un Odegaard et l'irrégularité d'un Eze, Eberechi Eze, qui a pour l'instant connu les montagnes russes émotionnelles et sportives à Arsenal. Son triplé contre Tottenham avait lancé peut-être potentiellement ses débuts avec les Gunners, mais après ça, on a vu un Eze épisodique dans les performances. Donc pour moi, il va y avoir, et il y a encore des questions de régularité. Sur les statistiques, oui, Arsenal est la meilleure équipe sur coup de pied arrêté, l'une des meilleures défenses. Mais aujourd'hui, si Arsenal veut faire le triplé historique, il va falloir faire quelque chose. Que ce milieu de terrain, ce numéro 10, que cette créativité renaît de ses cendres, parce que c'est pour moi l'objectif numéro 1 pour Mikel Arteta, de redonner de la confiance à ses 2 meneurs de jeu. Oui, tu parles du triplé, quadruplé, non, triplé. Du triplé de Eberechi Eze en Première Ligue. Dans le derby du Nord, il y a en première partie de saison que j'avais commenté Arsenal Tottenham, qui avait été exceptionnel, un match exceptionnel de Eze. Ouais, ça se tient. Isaac. Ouais, non, c'est intéressant ce qui se dit sur Arsenal. Moi, surtout, ce qui m'inquiète, c'est les statistiques des joueurs offensifs. Donc t'as un Saka, Martinelli, Trossard, c'est des joueurs qui marquent assez peu de buts. Donc t'as le recrutement de Gyökeres qui a été fait pour pallier à tout ça, mais malheureusement il donne pas satisfaction. Donc c'est pour ça que t'as beaucoup de buts qui viennent de coups de pied arrêtés. C'est pour ça que Merino prend souvent l'intérim en tant que numéro 9, et ça avait très bien fonctionné la saison dernière, notamment face au Real Madrid où il avait été très bon. Mais voilà, moi j'ai un problème. Il l'a fait surtout en début de saison. Il l'a fait aussi en début de saison. Moi, c'est pour ça que j'ai un problème avec les offensives d'Arsenal. Pour moi, c'est compliqué d'aller chercher un triplé si t'as pas un joueur qui met sa quinzaine de buts au minimum. Donc c'est pour ça que moi, par exemple, cet été, je les voyais très bien recruter Rodrigo. J'étais quasiment sûr que Rodrigo allait finir là-bas. Bon, ça c'est pas fait. On sait que le clan de Rodrigo a été très gourmand. Donc voilà, moi Arsenal, c'est une équipe qui est
très peu poreux, c'est une équipe qui encaisse très peu, donc ça c'est sa très grande force. Voilà, c'est une équipe qui est très peu mise en danger, qui a une charnière. On parle beaucoup de Saliba, mais Gabriel, il est aussi extraordinaire. Et s'ils ne sont pas là, t'as des joueurs comme Hincapié qui sont aussi très bons. Bon, non. Moi, je le trouve bon, Hincapié. Non, tu abuses un peu. Dis-moi une équipe qui peut avoir Hincapié comme 3e ou 4e solution. C'est pas un argument pour montrer tes performances dans un club. Hincapié montre certaines irrégularités dans sa lecture du jeu. Il est complètement dépassé. On voit la différence et le niveau entre un Gabriel et un Hincapié. Hincapié, moi, je ne suis pas totalement convaincu. C'est un bon remplaçant. Voilà, c'est ça que je te dis. C'est un bon remplaçant, mais il est pas. Moi, je te parle de la profondeur d'effectif. C'est-à-dire qu'une équipe qui peut avoir Hincapié sur le banc en 3e ou en 4e option, défensivement, c'est quand même très fort. Donc voilà, moi, cette équipe d'Arsenal, c'est une équipe qui est très complète, mais voilà, j'ai quelques réserves pour réaliser un triplé historique. J'ai quand même des réserves sur la puissance offensive, simplement des offensifs dans cette équipe. Moi, j'ai l'impression quand même que je suis un peu plus positif dans le sens où défensivement parlant, c'est la meilleure défense de la Première Ligue aujourd'hui. Bien sûr, oui. Mieux que City, et c'est la deuxième attaque, parce qu'ils sont juste derrière Manchester City, mais il y a que 3 buts de différence entre les deux clubs en Première Ligue. Et puis quand on voit ce qu'ils ont été capables de faire, notamment ces 3 dernières années, et la régularité qu'ils montrent encore cette année, je pense que cette régularité ne l'a pas eu, par exemple, l'année dernière Manchester City, qui a eu vraiment un trou d'air important. Donc je pense que c'est vraiment aujourd'hui, parmi les équipes anglaises, celle qui offre le plus de garanties. On peut aimer ou pas après effectivement un certain nombre de joueurs ou sa façon de jouer, mais la réalité après, c'est effectivement que quand tu regardes le développement de cette équipe ces dernières années, tu vois qu'il est certainement la plus solide aujourd'hui du championnat anglais. Juste pour rajouter un petit truc, on parle d'Hincapié, mais on a oublié un joueur, c'est Calafiori, qui dans son jeu a une réversibilité exceptionnelle, dans le sens où dans une relance à 3 il peut jouer en tant que piston ou latéral aussi. Il a cette qualité au pied, et pour moi c'est l'un des hommes forts de cette équipe d'Arsenal. Allez, avant de retrouver les pronostics Marseille-Rennes, 8e de finale Coupe de France, on va retrouver notre Moussa. Le Box Time de Moussa. Bonsoir à tous, salam à tous. On va se retrouver aujourd'hui pour parler de boxe et pour parler de MMA aussi. Alors on va commencer par le Noblard, et quel événement, un événement au Madison Square Garden, le vrai, encore une fois, après le Cathy Taylor contre Amanda Serrano, c'est Teofimo Lopez et Shakur Stevenson qui se sont retrouvés dans cette antre du sport des Knicks pour ce combat fantastique de boxe, et pour, je pense, l'avènement d'une future star, Shakur Stevenson, qui a été éblouissant devant un Teofimo Lopez impuissant, malgré que c'était lui le champion qui défendait ses titres WBO et Ring magazine des super légers. On a vu une future star, je pense, qui a dominé les 12 rounds devant justement un parterre de personnalités de la boxe. Vous aviez Terence Crawford, Alexander Usyk et Bivol. On avait même Christian Billy, qui a été élevé au rang de champion WBC. D'ailleurs, c'est le seul champion du monde français. Donc voilà, ça a été une démonstration de classe de la part de Shakur Stevenson. Voilà, je vous dis son nom parce que c'est pas des noms qu'on connaît, mais croyez-moi, on va, à partir d'aujourd'hui, je pense qu'on va entendre parler de lui. C'est de la même classe que les Floyd Mayweather, oui, tout à fait, que Terence Crawford. C'est peut-être l'avènement d'un règne. Je pense qu'il est là, il est passé dans les trois meilleurs mondiaux, toutes catégories confondues. Alors on a eu aussi des rendez-vous chez les super welter, une catégorie
la catégorie de Milan Prat et de Bakary Samaké. Donc c'était, il y avait 2 championnats du monde, dont une unification qui pouvait nous intéresser. Alors une première unification, c'était entre le portoricain Xander Zayas, c'était Porto Rico, qui s'est défait, qui a pris le titre WBA de l'allemand Abbas Barraoud, d'origine togolaise. Et dans l'autre championnat du monde des super welter, cette fois-ci c'était en Angleterre, et c'est Josh Kelly, ancien olympien, c'était en Rio 2016, qui avait créé la surprise en battant le redoutable Bakram Murtazaliev. Donc peut-être que ces deux-là, Milan Prat et Bakary Samaké pourraient éventuellement les rencontrer pour un éventuel championnat, championnat du monde. On va faire quelques annonces en parlant du gala à Meaux qui va se dérouler en tête et ce sera pour le championnat de France des Supercoques entre Kadour Miani, excusez-moi, et Théo Tico, ancien membre de l'équipe de France. Du côté de Massy, ça sera le gala du ring de Massy avec comme vedette du club Yves Ta, ancien champion de France de la catégorie des super légers. On aura aussi Doncelet Figino aussi qui se produira juste avant, finaliste du trophée Jean-Claude Boutier. On aura Shadi Baraya, toujours et encore, qu'on a reçu ici, ancien champion de France chez les amateurs, qui va se produire pour la 7e fois chez les professionnels. Et ensuite, on aura les débuts de Thaïs Larcher, ancien membre de l'équipe de France chez les amateurs, qui fera son premier combat chez les professionnels. Ensuite, il faut savoir que cette semaine, ça sera du côté de l'Espagne, à La Nucia. La Nucia, c'est à côté d'Alicante, et c'est l'équipe de France qui est en train, parce que ça a débuté aujourd'hui, qui est en train de faire un tournoi qui s'appelle le Boxam. C'est un tournoi très très relevé. Il y a les Kazakhs, il y a les Anglais, et ça sera à peu près une grosse partie des espoirs de l'équipe de France. Il y a déjà d'ailleurs eu des combats qui se sont déroulés aujourd'hui, avec la belle victoire de Mohamed Ounaï. Malheureusement, c'est pas passé pour Maloé Térési et Lisa Nouisser, mais en tout cas pour tout le reste de l'équipe de France, on leur souhaite une bonne chance. Côté cette fois-ci, sans oublier, j'allais passer au MMA, mais j'oubliais Roman Moulet. Ça sera du côté de chez toi, à la ville M à Marseille. Ça sera Roman Moulet qui va défendre son titre de championne IBO. Derrière le Vélodrome. Voilà, on passe de l'autre côté du globe. On est à Sydney pour l'UFC 325 avec Benoît Saint-Denis qui a fait forte impression historique. Contre Dan Hooker. Chez Dan Hooker, c'était même plus Saint-Denis, c'était Benoît Sydney. Il s'est déjoué de l'Australien en simplement 2 rounds, à part arrêt de l'arbitre à la fin de la deuxième reprise. Il se place désormais parmi les prétendants au titre. Il l'a dit, de toute façon, Benoît il est d'un optimisme fou, et il veut la ceinture, il veut les ceintures, parce qu'il y a une ceinture qui est en parallèle, qui s'appelle la ceinture BMF, dont joue terrain les initiales, et il veut aussi le titre devant les parce que là je pense qu'il est presque dans le top 5. Il est dans le top 5, ça y est. C'est historique, il est rentré dans le fameux top 5, c'est ça, comme le dit Isaac. Des moins de 70 kilos, donc il y a du monde, il y a Tuporia qui est devant, il y a Justin Gaethje aussi, on a Max Holloway qui est détenteur de la fameuse BMF, et Charles Oliveira, et on sait pas si Islam Makhachev va redescendre, mais en tout cas c'est des noms qui
parle à Benoît Saint-Denis et voilà, il est sur un élan incroyable. Juste pour vous alors, une dernière annonce, on termine. ça sera l'Hexagone MMA 39, ça sera vendredi au Zénith de Lille et on sera présent. Merci à eux. On sera présent. Il y aura une carte fantastique et il y aura le premier tour, les premiers quarts de finale du tournoi des 100 000. Alors, en général, on dit 100 000 dollars, mais je pense que c'est des euros. On aura Ilian Bouafia qui sera opposé à Lejan Krajacic, le Serbe ou Croate. Donc ça va être fantastique. On aura deux locaux en amateur. Brandon et Brian Brachet aussi qui seront à l'honneur. On aura la pépite Souhail Areski. Et enfin, on aura un très gros test pour Arnaud Prigent qui aura affaire à Mogamed Abdoulayev. Moussa, rien que la boxe, peut-être réaction rapidement, Isaac. Trop le temps. Je voulais voir avec Moussa pour revenir sur BSD. Si toi demain tu devais choisir un adversaire pour lui, pour la suite tu prendrais qui? Parce que le top 5 est quand même peut-être le plus relevé de tout l'UFC. Donc toi t'es dans la tête de Benoît Saint-Denis, tu te dirigerais vers qui? J'éviterais Tuporia. J'éviterais aussi. Je l'éviterais, ce qui est le champion en titre. J'irais bien pour un Max Holloway, ne serait-ce que pour le spectacle. Après, est-ce que c'est abordable? Oui, pourquoi pas. Après, on sait que Benoît c'est quelqu'un qui est très généreux. Attention quand même à la défense. Merci Moussa. Mais voilà. On retrouvera mardi prochain. Voilà, désolé chers auditeurs. Vous culminerez avec vos pronostics. On n'a plus le temps. Il a voulu poser la question. Isaac, il a flingué les pronostics. Voilà, ça sera la petite info de ce soir. Un grand merci à toi contre C. Et à toi aussi Wahib, sans oublier Moussa. Allez, la suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM. Bien plus qu'une radio. ما ضليتش منك هاكا تهرب عليا طليت عليك صباح لقيت غير البرية قولي فيها زي مشكل راه فيا جوزنا يا ملاح انا وانتي قولي واش اللي صار باش قلبك حال عليا مشيت نحوس عليك تبسيمتك في عيني طلعت بدون وجور ما بنخبرك انتي سقسيت عليك الناس قالوا هذه جنية مشيت حوس عليك انتي مشيت لحفة وغير
تقولي بيا وصل النهار ولقيتك روحي تحسبك يا مبلية مشيت وخليتها قالت ما تخليني بالكية عايشي وش عشت انا ما نسال فيك ما تسالي